Alexandre Jolien et Mathieu Ricard, bonjour. 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 Trois amis en quête de sagesse, c'est le titre du livre que vous co-signez avec le troisième qui n'est pas là, le psychiatre Christophe André. Vous avez déjà une presse extraordinaire. On dit le G3 de la philosophie, la Troïka de la sagesse. Ça vous fait rire déjà? Oui. C'est une histoire d'amitié. Trois amis, trois philosophes, psychiatres reconnus. Et vous avez parlé. Vous parlez pendant le temps de ce livre, 9 jours, 10 jours. 10 jours. Comment c'était? C'était génial. Oui, c'est bien d'en rire parce qu'il ne faut pas non plus en faire des tonnes. C'est trois copains qui discutent de ce qui peut aider au quotidien dans leur vie. Voilà. Vous parlez de la souffrance, vous parlez de la bienveillance, vous parlez de s'améliorer en permanence. La cohérence. Vous, dans votre processus, vous racontez que chaque jour, avant la discussion, vous faisiez silence quelques instants. Pourquoi, Mathieu Ricard? C'est très important au début au début de chaque séance. Rester en silence pour dire voilà, quelle est notre motivation? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que le danger, c'est comme bon, on a publié des livres et tout dire ces trois-là, on les connaît, ils vont se mettre ensemble, ils vont essayer de faire un blockbuster Faire un coup. Faire un coup. En fait, c'est l'aboutissement de presque 15 ans d'amitié. On s'est dit, il faut quand même qu'on se trouve ensemble et qu'on parle de ce qui nous tient vraiment à cœur. Et pourquoi? Pour essayer d'offrir quelque chose qui soit utile aux autres. Vous disiez aussi dégonfler les égos, dégonfler la baudruche de l'ego. Alors, trois auteurs ensemble, vanité d'ego. Il y a forcément celui qui veut briller. Vous avez échappé à ça? Je crois que ce livre est issu d'un nous. Ça fait tellement du bien alors qu'on est habitué à parler du jeu dans la société hyper individualiste. Là, c'est le fruit d'un nous. On s'est mis à trois et j'allais dire, c'est ça qui compte. Il y a 1000 manières d'entrer dans votre livre. J'aimerais en retenir une. Au fond, vous croyez qu'on peut se changer. Il y a une sorte de sagesse populaire qui dit on ne peut pas changer les gens. Vous dites le contraire. Vous dites chacun peut se changer. Vous y croyez, Mathieu Ricard? Ce qui m'épate profondément, c'est qu'on puisse penser le contraire. Parce que vous n'êtes pas né, mon cher Darius, en sachant lire et écrire, jouer du badminton ou autre chose, du piano. Mais pourquoi est-ce que les qualités humaines fondamentales que sont la bonté, la paix intérieure, la force d'âme, seraient à leur point optimal dès le départ? Ça n'a pas de sens. On peut s'entraîner. Vous dites Ascagne. Il y a beaucoup de citations classiques dans ce que vous écrivez, vous, Alexandre. L'ascèse, ça vaut pour tout. On peut s'entraîner. L'ascétisme, les exercices spirituels, c'est, je crois... pour devenir pleinement humain, c'est un travail, mais pas laborieux, c'est aussi un plaisir. Il faut aussi réhabiliter la notion de joie dans l'ascèse. Mais pour sortir de l'égoïsme, pour sortir des passions tristes, il faut un entraînement, mais très concret. Apprendre à sourire, apprendre à sortir des illusions, c'est, ma foi, très concret. Travailler sur soi, vous venez de très loin, votre histoire est connue, mais il faut la rappeler quand même, la première infirmité, vous naissez avec le cordon ombilical autour du cou, vous en souffrez d'une infirmité qui vous a poursuivi. Vous avez des très belles phrases, vous dites « peu à peu, je guéris de l'idée de guérir ». Admettre la souffrance, c'est déjà une grande partie. Oui, et ça rejoint l'enseignement du bouddhisme, tout est souffrance, mais c'est au sein même de cet univers chaotique et de plus en plus, malheureusement, qu'on peut trouver la joie en étant solidaire. Parce que cette mentalité qu'on entend souvent de l'affirmation de soi ne mène qu'à la ruine. Alors, le bonheur, la joie, c'est devenu chez vous une marque de fabrique, Mathieu Ricard. On sait que c'est un petit détournement, parce que c'est un journaliste qui a mal compris. Enfin, on vous a souvent considéré comme l'homme le plus heureux du monde. Il y a une petite part de vérité, on a fait des tests. Imaginez sur ma tombe, si j'ai l'homme le plus heureux c'est pas du mal monde. Quand même, c'est la classe. Ça vaut mieux d'être le plus malheureux, bien sûr, mais ça n'a aucun sens scientifique, bien sûr. Des moments de dépression, on en vit tous. Est-ce qu'un homme comme vous en vit? Des moments de profonde tristesse, mais qui sont liés vraiment à contempler des massacres, à contempler l'injustice, à contempler l'oppression vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de tout ce qu'on voit dans le monde. Oui, des profondes tristesses. Mais ça ne va jamais au sens de la dépression qui enlève l'espoir d'une transformation, c'est-à-dire le désespoir.
la honte d'avoir des désirs inavouables, est-ce que vous l'éprouvez? Le pape François récemment a dit, voilà, moi je suis comme les prisonniers, je peux avoir honte de mes sentiments. Est-ce que vous pensez ça? Alors, quand on dit que le bouddhisme dit toutes les souffrances, ça ne veut pas dire que c'est une vision désespérante de l'existence. Ouais. C'est qu'on va dans un hôpital et que quelqu'un est malade. Si on lui dit non, vous allez très bien, partez, ce n'est pas une bonne idée. Ouais. Donc, c'est de faire un diagnostic très lucide. Alors, quand j'ai des émotions destructrices, évidemment, j'en ai, qui naissent dans mon esprit, je dis ah, le voilà, l'animosité, voilà, la jalousie. Qu'est-ce que vous faites? Vous tuez cette émotion? Non, oh là là, tuer, c'est pas un très bon mot. J'essaie d'avoir un dialogue intelligent avec ces émotions destructrices. Parce que les réprimer comme une bombe à retardement, ça marche pas. Faire exploser la colère, bon, je suis pas très sujet à la colère, ça marche pas non plus, ça la renforce. Donc que faire? La regarder de plus près, on s'aperçoit que finalement c'est impalpable, c'est une fabrication mentale, c'est comme les gros nuages de la mousson. Est-ce que ça marche? Les moines font vœu de chasteté, par exemple. Les moines font vœu de chasteté. Oui. Quand vous êtes dans un aéroport, dans une salle, vous repérez un corps qui provoque du désir chez vous. Qu'est-ce que vous faites? Je pense à ce qu'a dit mon grand ami feu Père Sérac, qui avait 93 ans, et qui a déclaré un jour dans un congrès « J'aime les femmes indiennes. I love Indian women ». Alors tout le monde l'a regardé, quand même, le père jésuite. Il a dit oui, 500 millions de femmes indiennes. Ouais. La moitié de l'humanité sont des femmes. Si en plus il fallait que je les regarde comme ça de travers. Et ça marche. C'est pas que ça marche, c'est une autre façon de voir les choses, avec bienveillance, avec bonté, avec sympathie. Il y a une fascination autour de vous, Alexandre Jolien, Mathieu Ricard. Peut-être que ça rappelle parfois les prêtres. En d'autres temps, on allait voir les prêtres pour chercher des conseils, etc. Aujourd'hui, parfois, vous jouez ce rôle-là. Vos livres se vendent comme des petits pains. La comparaison, elle vous va quand on dit « vous êtes comme des prêtres de maintenant ». Elle vous étonne en tout cas, visiblement. Quelqu'un m'a dit un jour, tu as une tête de curé. Écoutez, franchement, je me reconnais pas du tout. Je suis vraiment passionné par le partage d'idées qui me tiennent à cœur, qui m'ont beaucoup apporté. Je crois que c'est la même chose pour Alexandre. Il y a une comparaison, en tout cas, qui vous énerve, c'est celle du développement personnel. Il y a des milliers de livres sur comment aller mieux en quelques jours, les trucs, les ficelles, etc. C'est pas votre idée, c'est quelque chose de plus profond que ça que vous cherchez. Je crois que la sagesse, qu'elle soit bouddhiste ou autre, c'est avant tout le don de soi aux autres. Et dans le développement personnel qui peut sauver des vies, il ne s'agit pas de cracher là-dessus, mais il y a cette tendance à durcir quand on souffre l'affirmation de soi, l'estime de soi, et là c'est un autogol. Tôt ou tard, ça nous pète à la figure. Vous avez évidemment beaucoup de points communs. L'Orient, alors c'est une très ancienne quête chez vous, Mathieu Ricard, ça date des années 60. Presque un demi-siècle. Elle est beaucoup plus récente chez vous, mais c'est la Corée du Sud où vous avez vécu pendant plusieurs mois. Qu'est-ce que vous avez appris là-bas, de ce point de vue-là? Je crois que se sentir étranger, d'abord, simplement ça fait du bien, parce qu'on a tendance à absolutiser notre manière de vivre et être accueilli comme étranger. Quand je viendrai en Suisse, j'aurai un autre regard sur les étrangers. C'est un lieu commun, mais il a sa part de vérité. Les orientaux sont les extrêmes orientaux surtout, moins égocentriques que les occidentaux. Ils ont plus l'idée d'une vie collective, la famille, la société, le village, et l'idée de service. Et c'est vrai que quand quelqu'un fait preuve de narcissisme, tout le monde rigole. On n'admire pas, il n'y a pas de trop de Donald Trump au Tibet parce que ça fait marrer tout le monde. Il est ridicule, mais dès le départ, il ne peut pas aller très loin. Je vous faisais la comparaison avec les prêtres. Les prêtres disaient beaucoup, il faut des sacrifices, il faut brimer ses pulsions, etc. Chez vous, on a l'impression qu'il n'y a pas l'idée du sacrifice. Dans le zen, on parle de la mort de l'ego, mais c'est une libération absolue. Je ne dis pas que je suis parvenu à cet état, mais l'ego, le mental, c'est tout ce qui nous accapare au quotidien, ce qui nous empêche d'être dans une contemplation et un don de l'autre. Alors, sortir de là, c'est plutôt joyeux. C'est un oiseau sort de sa cage, il sacrifie pas sa cage, il s'en libère. Donc il y a une forme de liberté. J'ai toujours conçu ça, l'idée du sacrifice, qu'il faut se mortifier pour progresser dans la voie spirituelle, ça me paraît un non-sens. Libération des besoins, vous le pratiquez de manière étonnante. Alexandre Jolien, vous racontez, je crois, qu'il vous arrive d'aller au supermarché avec votre fils,
pour ne rien acheter, pour montrer qu'on peut se libérer un peu des biens matériels. Oui. On habite actuellement à Séoul et l'enjeu, c'est de dire que c'est pas l'accumulation qui crée le bonheur, mais au contraire, la joie d'exister, de pur acte d'être là, relève déjà du miracle. Il y a plusieurs très belles formules dans votre livre de l'un et de l'autre et de Christophe André sur cette idée qu'on peut vivre bien avec peu, frugalité joyeuse. La simplicité volontaire. Simplicité volontaire. C'est pas un sacrifice, c'est tellement formidable. Quand je suis assis sur le balcon de mon ermitage face à l'Himalaya, mais je suis tellement satisfait. De quoi aurais-je besoin? Qu'est-ce que j'en ferais? Vous dites si une fée apparaissait, vous disiez est-ce que tu veux... 3 vœux, sur le plan matériel, pas d'atteindre à l'éveil ou à la compassion inconditionnelle. Je me suis mis à éclater de rire au bout de 5 minutes. Je ne voyais pas une chose dont j'aurais eu besoin dans cet ermitage. Alors, ça rejoint la conviction de beaucoup de jeunes, notamment aujourd'hui. La décroissance, l'idée qu'on peut vraiment faire baisser nos besoins, c'est une idée dans l'air du temps. Alors, j'aime pas le mot décroissant parce que, décroissance, on va se priver de tout, on va devenir complètement maigre et tout ça. La simplicité est joyeuse. C'est Georges-Henri Thoreau, le poète, qui disait « Simplifiez, 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 simplifiez vos pensées » au lieu de tout le temps ce qu'il appelle le blabla, le radio mental FM. Vous dites, vous avez 13 jolies formules, vous dites qu'il faut avoir la fourre du RAF, rien à foutre, et puis liquider comme ça beaucoup de problèmes. La vie est tragique, on voit l'actualité, vous êtes mieux placé que moi, c'est tragique, n'en rajoutons pas avec une rumination permanente sur des faux problèmes comme le regard d'autrui, ce que va penser de l'autre, la comparaison. Et c'est une assiette véritable que d'écarter ces faux problèmes. Alors, il y a une différence quand même marquée entre vous. Alexandre Jolien a raconté beaucoup plus peut-être de sentiments négatifs que vous avez pu éprouver dans le regard des autres, parfois dans le mépris des autres. À quel moment vous avez pu rompre avec ça? Vous avez raconté que quand vous étiez par exemple en institution, vous avez souffert de ça. Bon, le regard d'autrui restera toujours présent dans ma vie et de manière souvent féroce. L'idée, c'est qu'on peut s'en libérer et justement, grâce au regard bienveillant des amis dans le bien de ma femme, de ma famille, apprendre qu'on ne s'identifie pas à ce personnage qu'on voit dans la rue ou même ici sur le plateau. On est infiniment plus que le moi social ou physique que l'on trimballe jour après jour. Ne pas être soi. Il y a une extraordinaire interview au Mathieu Ricard. On dit « Et si vous n'étiez pas Mathieu Ricard ?» Et vous dites « Mais je ne suis pas Mathieu Ricard. » Ben oui, parce que cette étiquette, finalement, qu'est-ce qu'on regarde? Vous enlevez les lettres, il y a un M qui se promène à droite, un promène à gauche. Il y a un flot dynamique d'expérience qui est magnifique, qui est indiscutable. La joie malgré les frustrations. Vous n'aimez pas le mot frustration, mais pour beaucoup de gens, c'est comme ça qu'on les ressent. Visiblement, c'est très fort chez vous. Les religieux, en ce moment, on parlait d'une sœur Emmanuelle en d'autres temps, qui exprimait cette forme de joie, de jubilation, de vivre avec peu, de retenir ses besoins. Mais il y a des défis. Et un obstacle peut nous faire sombrer, mais aussi quand vous le surmontez, ça devient une source d'accomplissement. Mais ce n'est pas un sacrifice, parce que sacrifice, ça voudrait dire que vraiment, on veut se priver de ce qui est vraiment bon dans l'existence. C'est absurde. On a une addiction à cause de la souffrance. Donc, renoncer à une addiction à cause de la souffrance, ce n'est pas un sacrifice. Encore une fois, c'est une libération. Vous revendiquez beaucoup de maîtres sur la joie, par exemple. C'est Christophe André qui cite, je crois, Spinoza, « bien faire et se tenir en joie ». Précisément, vous citez beaucoup Marc Aurèle, l'idée qu'il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier ou le premier. La journée... Mais c'est une évidence. Qui peut être sûr d'atteindre le lendemain? Et de nouveau, tous ces faux problèmes qui nous monopolisent à longueur de journée nous privent d'une vie plus simple et plus généreuse. La culture classique, vous racontez un peu de votre enfance, mais c'est la première fois que vous en parlez, je crois, comme ça. Vous dites d'abord que vous étiez un enfant un peu froid. Ça étonne quand on vous voit aujourd'hui. C'est ce qu'on dit. Quand Alessa m'a rencontré, il m'a dit « Oui, il est un petit peu froid, Mathieu. » Il y a un côté un peu vieille France. Et vous êtes le fils de Revel, qui était académicien, journaliste, esprit très libre, mais en même temps socialement assez convenu, grand bourgeois.
Au grand bourgeois, non, on était quand même une famille assez modeste. Hein. Oui, mais je veux dire au sens grande tradition intellectuelle. Oui, oui. Latin, grec, formation hyper classique, ça vous a servi? Ce qui m'a le plus servi, je crois, c'est ma formation scientifique. Parce que ça m'a donné le goût de la rigueur intellectuelle. Alors, je ne veux pas dire que je suis parfait dans ce domaine-là, mais au moins, j'ai le goût de la rigueur intellectuelle. Et j'essaie de l'appliquer même dans la vie spirituelle. Ça n'empêche pas la blague. Hein. Je vous entendais tout à l'heure, vous blaguez en permanence. Vous discutez avec Alexandre Jolien, vous dites ça baigne dans le beurre. Ah non, je suis bouddhiste, ça baigne dans l'huile végétale. Après, il y a des petits fours, il y a du saumon, etc. Je ne veux pas manger mes copains. On peut rire de tout. C'est-à-dire, si vous voulez, on ne peut pas rire de ce qui est tragique et de la souffrance d'autrui. On ne peut pas rire aux dépens d'autrui. Par contre, c'est vrai que quand on n'est pas constamment à veiller à ce qui peut nuire à l'ego, il y a certaines libertés, parce qu'on n'a rien à perdre, rien à gagner, tout à donner, tout à partager. On est dans le moment présent, donc on peut être beaucoup plus ouvert aux autres. Donc c'est vrai que le sage, à la fois la lourdeur de la sagesse, qui a un poids, qui comme une quille de bateau, qui évite que vous chaviriez, mais aussi il y a une légèreté, parce que finalement le sage n'a pas autant de pertes à gagner dans le monde ordinaire. Ne pas tuer les animaux, ne pas manger les animaux, c'est une pratique évidemment chez vous depuis quand? Presque 50 ans. Vous vous souvenez de ce renoncement? Vous vous rappelez précisément le moment où vous avez dit, voilà, je ne mange plus de viande? Ça m'est paru évident. Quand même avant que j'arrête d'en manger complètement, une fois, j'allais à la pêche avec une bonne grand-mère qui allait à la pêche. Je pensais que c'est une bonne grand-mère, ça ne peut pas être mal. Et puis un jour, une jeune fille m'a dit, mais tu vas à la pêche? Et brusquement, je me suis rendu compte, je n'avais pas du tout imaginé ce que c'était d'être sorti de son élément par un crochet. Moi, qu'est-ce qui m'arriverait si j'étais traîné dans l'eau par un crochet? Je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu pas? Et je me suis rappelé la phrase de Kafka, la guerre est un prodigieux manque d'imagination. Et je n'avais pas imaginé ce que c'est d'être un poisson, un veau qu'on emmène à l'abattoir, qui est sorti de sa mère et tout. Puis je me suis dit, c'est pas possible. Alexandre Jolien, vous aussi, hein, la quête végétarienne, c'est quelque chose que vous faites peu à peu. Oui, mais c'est un peu absurde de dire je mange déjà un peu moins de viande. C'est comme si je disais je tue moins de personnes, je m'améliore. J'admire la radicalité de Mathieu que je n'ai pas encore. Oui. Vous avez un rapport, une différence d'âge étonnante. Hein. Vous pourriez être le père, évidemment. Non, j'ai jamais vu ça comme ça. C'est vrai, je vois pas le différence. Quand je suis avec Alexandre, c'est un immense ami, un grand esprit qui m'inspire, une source de sagesse et de paroles souvent qui vous surprennent. Et je vois pas cette différence d'âge. Qu'est-ce que vous vous êtes appris l'un l'autre? S'il fallait retenir une leçon, qu'est-ce que vous diriez, Alexandre Jolien, de Mathieu Ricard? Je dirais une stabilité, une générosité que je n'ai pas. Malgré tout, la différence d'âge joue peut-être une stabilité. On a passé 10 jours ensemble. Autant au Népal, je ne l'ai jamais vu anxieux, en colère. Et à la fois une générosité. Oui, le mot optimiste ne convient pas parce qu'il fait béat, mais quand je suis rentré de ces jours en Dordogne, il y avait une légèreté, voilà. Oui. Mathieu Ricard, qu'est-ce que vous avez appris d'Alexandre? Moi, ce qui m'épate à chaque fois, vous savez, quand les gens parlent sur un sujet, on sait à peu près où ils vont en venir. Alexandre, ça vient tellement de je ne sais où, de ses tripes, de son cœur, de son cerveau, qu'à chaque fois, on est suspendu à ses paroles pendant 10 minutes. Alors, quand vous parliez de dialogue, un des grands points de respect dans notre échange, c'était qu'on laissait parler les gens jusqu'au bout, parfois 10-15 minutes. On ne faisait pas ces trucs, interrompre tout le temps, pour que vraiment chacun puisse s'exprimer du fond de son cœur. Il y a ce courant de bienveillance que vous représentez, que vous décrivez, et puis quand on regarde l'actualité, il y a le courant contraire, hein, le phénomène de la haine qui arrive à séduire beaucoup de gens, le groupe État islamique. Quand vous voyez un tel phénomène où c'est au contraire le fanatisme, la destruction de l'autre qui attire, qu'est-ce que ça vous inspire, Mathieu Ricard? Moi, ça me dit l'idée qu'on est toujours à se dire, voilà, la forêt est en feu, on amène les pompiers, on tire sur tout le monde, on envoie des bombes. Mais à 4 ans, ces gens-là, ils ne rêvaient pas de couper les têtes de tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel manque dans l'éducation, dans la société, dans les valeurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous diriez à un de ces jeunes, il y a des cellules maintenant de déradicalisation, Dieu sait si ça marche ou non, mais vous lui diriez quoi à un jeune qui est tenté par le groupe État islamique? Il n'y a pas de recette toute faite, mais si je pouvais passer 24 heures ou 48 heures seul à seul, de façon amicale et sympathique, à un endroit où il ne puisse pas aller nulle part ailleurs, je pense qu'il se passerait quelque chose par le contact, par les échanges, par
sur le plan de cœur à cœur. Et je crois que c'est la seule manière de le faire. C'est une approche à cœur ouvert. Le désir de tuer, le désir d'écraser, de dominer, ça fait partie, c'est une fibre humaine aussi. Oui, mais c'est une déviation possible chez l'être humain. Ah. Mais quand on voit toutes les études faites sur des très jeunes enfants, il y a quand même une prédisposition davantage à la coopération, à la bienveillance, à préférer les gens qui se comportent bien vis-à-vis des uns des autres. Et c'est une déviation possible. Malheureusement, elle se produit trop souvent. Mais souvent, on y fait trop attention parce que c'est ce qu'on voit dans les médias. Et en fait, au fil des siècles, la violence, quoi qu'on en dise, n'a cessé de diminuer dans notre société. Vous, Alexandre Jolien, vous la comprenez, l'attrait de la violence, cette fascination affreuse, hein, mais il existe de la violence qui fait qu'il y a des djihadistes, qui fait qu'il y a des fanatiques. Ce que je déplore, c'est que la réponse à ça, c'est bien souvent la xénophobie. Ah. Il y a qu'à voir la montée des partis extrémistes qui sont les derniers à avoir la solution. Et ça, vraiment, on se tire une balle dans le pied en allant vers l'extrémisme pour penser des plaies aussi profondes que ce terrorisme qui est injustifiable. À la fin, il y a la mort. On faisait la comparaison tout à l'heure avec une ancienne religiosité où la mort était montrée sous un jour très terrifiant. Hein, on surjouait quand on voit les peintures classiques, etc. C'est pas votre genre. Hein. Dans votre livre, ça n'apparaît pas comme ça. Oui, en même temps, ça serait idiot de se dire bon, bah, c'est pas grave, il va rien se passer. Je crois que la pensée de la mort, mais pas vue de manière, affligeante, mais comme l'idée justement de vivre chaque instant pleinement, comme si ça pouvait être, comme si le lendemain pouvait ne pas être. Ça donne toute une richesse à chaque instant qui passe. Ça devient comme une rivière d'or fondu au lieu de gaspiller le temps comme rien du tout. Ça vous fait peur de mourir, vous, Mathieu Ricard? Je ne suis pas vraiment paniqué, mais on pense souvent à la permanence parce que ça donne l'idée d'utiliser chaque jour le mieux possible. Et le Dalai Lama dit souvent, quand on lui demande, il dit « Je suis très curieux de voir ce qui va se passer. » Bon, c'est un peu la pirouette, non, franchement, parce que vous la maniez beaucoup, hein, l'humour, etc. C'est pas une pirouette, c'est une sincère. Pirouette, tout à fait. Je suis sincère de savoir ce qui va se passer. Oui, mais la crainte quand même, la peur de la mort, s'imaginer cadavre, s'imaginer agonisant, etc. Même vous, est-ce que... Moi, ça me stimule dans ma pratique. Et dire, voilà, bon, ben, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai 70 ans dans un mois. Donc maintenant, quoi qu'il arrive, ça va pas être long. Donc qu'est-ce que je peux faire de mieux pendant que ça soit 6 mois, 1 an, 10 ans peut-être? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? C'est vraiment ça qui m'inspire. Vous serez réincarné? Que je le veuille ou non, sans doute, du point de vue du bouddhisme. Vous avez une préférence tant qu'à faire, poursuivre mon chemin vers l'éveil, parce que j'en suis loin. Rencontrer des grands maîtres spirituels à nouveau pour continuer. Je suis un très mauvais élève. Alexandre Jolien, vous êtes beaucoup plus jeune, mais enfin, la présence de la mort, elle est partout là. La tentation du suicide, elle a existé pour vous? Oui, mais pas très sérieusement. C'est des pensées sporadiques qui traversent et qui heureusement passent. Mais j'ai pas vraiment peur de mourir, c'est plutôt la peur tenace de souffrir qui me paraît beaucoup plus grande. Oui. Vous avez des très belles pages sur la souffrance. C'est Christophe André qui cite un grand chirurgien qui parle du silence des organes quand tout va bien. Chez vous, tout n'allait pas bien, mais vous pensez sans cesse, vous travaillez sur cette souffrance. La souffrance ne grandit pas, mais ce qu'on en fait peut nous rendre plus humains et de nouveau plus attentifs à l'autre. Mathieu Ricard, Alexandre Jolien, alors je ne veux pas faire développement personnel justement mais quand vous dites qu'on peut se changer, on revient au tout début de l'entretien. Depuis maintenant, qu'on peut changer. Alors, maintenant, si je sais pas, chacun à son heure, mais s'il fallait vraiment essayer maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, se dire qu'il faut se transformer, mais pas juste pour qui, pas juste pour faire grossir son petit ego, pour mieux servir les autres et atteindre la félicité. Et la mettre pour bien d'autrui, au service du bien d'autrui. La méditation, c'est un travail pour vous, c'est pas juste comme ça, etc. Mais ça se pratique comme ça, on peut fermer les yeux et puis là maintenant, dans le temps qui vient... Pas besoin, oui. Par exemple, vous pouvez pendant ne serait-ce que 15 secondes, vous n'avez pas besoin de sauter au cou des gens, je vous adore et tout, vous allez risquer de prendre une claque si vous faites ça dans le métro. Dire, voilà, regardez autour de vous, puisse-t-il être heureux, puisse-t-il s'épanouir dans l'existence. Pendant 10 secondes, du fond du cœur. C'est une méditation, ça. Alexandre Jolien, c'est quoi là? Est-ce qu'on peut faire tout de suite? Juste
pas s'identifier au moi social. Et vraiment, c'est très concret. Je ne suis pas ce que je crois être. Et c'est dans la rencontre de l'autre que je m'épanouis. Oui. Merci Alain et à l'autre, 3 amis en quête de sagesse chez l'Iconoclaste et à la réédition. Merci beaucoup.